Sud Radio, midi 13h, Alexis Poulain, sans réserve. Et bonjour à tous, on est sur Sud Radio jusqu'à 13h ensemble pour Poulain sans réserve. Aujourd'hui, nos invités, Marc Chenet, professeur de finance à l'université de Zurich et ex-doyen d'HEC, pour parler de la COP28 sur le climat et du rôle des banques également dans ces grands sommets internationaux et cette transition vers une énergie décarbonée. Et puis, en deuxième partie d'émission, nous aurons avec nous le juge Durand, qui était ex-président de la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, débarqué par le gouvernement. Il viendra nous expliquer pourquoi. C'est Poulain sans réserve. Vous pouvez nous joindre au 0826 300 300. On est ensemble sur Sud Radio jusqu'à 13h. À tout de suite. C'est Cécile de Ménibus. Je vous souhaite de joyeuses fêtes avec Sud Radio. Bonne fête avec Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. Et notre invité aujourd'hui, c'est Marc Chenet. Vous êtes professeur de finance mathématiques à l'université de Zurich et aussi ex-doyen d'HEC. Vous êtes avec nous pour parler de la COP28 qui vient de se terminer. Alors, on a appris que l'objectif, c'était de s'éloigner des énergies fossiles dans les systèmes énergétiques d'une manière juste, ordonnée et équitable, en accélérant l'action dans cette décennie cruciale afin d'atteindre la neutralité carbone en 2050, conformément aux préconisations scientifiques. Ça, c'est le texte de la COP. Et puis tripler, bien sûr, le renouvelable, sortir du charbon et mettre le nucléaire aussi au centre du débat. Pour vous, quel bilan tirer de cette COP28 sur la transition climatique et la sortie ou pas du pétrole ? On peut parler vrai sur cette chaîne, n'est-ce pas ? Bien sûr, oui, c'est le but. Allons-y, on ne va pas s'en priver. On a eu affaire à la COP du monde de l'hypocrisie. Ce sommet a pué le pétrole, le gaz, le charbon, ainsi que le fric et la vénalité, pour être clair. Les copains se sont retrouvés, ça faisait longtemps, pour signer des contrats. Et puis, il faut savoir que de nombreux lobbyistes des énergies fossiles ont participé à ce sommet. Qui était à Dubaï, c'est ça ? À Dubaï. Ouais. Alors, bien sûr, toutes les émissions de CO2, on peut les imaginer. Pour la Dubaï, on n'y va pas en train, ni en chameau, ni en bicyclette. Donc, des avions. On doit être au moins à 200 000 tonnes d'équivalent CO2. Bon, au bout du compte, qu'est-ce qu'ils font, tous ces gens-là ? Ils font semblant. Donc, on a affaire à un appel. Ils ont lancé un appel pour s'orienter vers une sortie, comme ils disent, des énergies fossiles. Voilà. 2050, on ne se presse pas. Mais à qui lance-t-il cet appel ? À eux-mêmes. Ils s'exhortent en quelque sorte à respecter des appels ou des accords qu'ils ont signés ou lancés il y a 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais qu'ils les respectent, au lieu de lancer des appels, qu'ils le fassent. Il ne s'agit plus maintenant de parler, il s'agit de faire. Justement, toutes ces COP, ces sommets pour le climat, on se rappelle du sommet de Paris, il y en a eu quand même quelques-unes, c'est la 28e, on a l'impression que c'est tout le temps la même chose, avec à peu près tout le temps le même texte pour dire on est d'accord, chaque mot a été sous-pesé, pour dire que finalement, c'est toujours la date de 2050, c'est toujours à peu près les mêmes trucs, mais rien ne change. Non. Donc, ce qu'on observe au-delà des belles déclarations des uns et des autres, c'est que les températures augmentent, les températures moyennes, et que les émissions de CO2 en font autant. Donc c'est ça qu'il faut stopper. Parce que là, si on continue comme ça, on va arriver vers la fin du siècle avec plus 3, plus 4 degrés, et ça, c'est une catastrophe. Ouais. Pour nous, pour les enfants, les petits-enfants, et pour des personnes qui ne sont pas encore nées. Donc on a une véritable responsabilité. Alors cessons de faire il faut qu'ils cessent, parce que c'est ni vous ni moi, il faut qu'ils cessent de faire de belles déclarations, il faut qu'ils agissent. Et c'est là où ils ne le veulent pas. Est-ce qu'il n'y a pas un peu un problème de dissonance cognitive terrible ? Parce qu'on a eu quand même ces derniers jours le chef Raoni, le chef indien, vous savez, avec son plateau dans la lèvre, qui a déclaré qu'Emmanuel Macron était potentiellement son fils spirituel. Le pauvre. Comment on en arrive à ce genre de déclaration ? Est-ce que vous pensez que quelqu'un comme Emmanuel Macron est un leader qui est plus en amont sur les questions écolo, ou est-ce que c'est du greenwashing comme les autres, ou est-ce que la France n'est pas en pointe par rapport à d'autres pays ? Non, elle n'est pas en pointe. Tous les pays sont
sont en retard. Pourtant, on a eu la sobriété, on a eu sobriété, moi je la vois pas. On voit le déplacement des ministres en jet privé ou public, on les voit rarement dans le train. Non, il y a beaucoup de greenwashing là aussi. Bon, bien sûr, les intérêts de la France sont liés au nucléaire, qu'on présente comme une énergie propre, etc. C'est une plaisanterie, c'est une mauvaise plaisanterie, avec tous les dangers liés au nucléaire. Mais ça, c'est un tabou, que ce soit la gauche ou la droite, on ne discute pas le nucléaire en France. Donc, mais tout de même, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a deux types de gouvernements. Il y a ceux qui font semblant, et puis ceux qui s'en moquent complètement. Alors, dans ceux qui s'en moquent complètement, on a l'extrême droite. En Europe ou ailleurs, on a les Trump, on a les Orban, on a les Trump qui va peut-être revenir au pouvoir. Donc, eux, ils s'en moquent complètement. On a le nouveau président en Argentine, on avait les Bolsonaro. Donc, voilà. Et là, on est confronté à un problème parce que, encore une fois, les températures augmentent. Ce sont des catastrophes. Il y a des gens qui meurent avec les vagues de chaleur l'été. Il faut tout de même faire attention, c'est une responsabilité. Donc, en fait, c'est la mise en danger de population. Alors que les gouvernements sont censés protéger les populations, ils les mettent en danger. Donc ça, c'est un vrai problème. Et est-ce qu'il y a une solution? Parce que finalement, se dire qu'on va mettre des énergies renouvelables, on voit qu'il y a une limite à ça aussi. Le besoin d'énergie de la planète ne fait qu'augmenter avec l'augmentation de la population, mais aussi les échanges. Et les pays plus gros pollueurs par le passé, qui eux font des efforts, sont loin derrière des pays comme la Chine qui vont continuer de faire usage du charbon, de la vente, l'Australie ou d'autres qui auront bien du mal de toute façon à suivre ces textes. C'est ça. Non, le problème, c'est qu'on est dans la logique d'un système qui fait du business avec le réchauffement climatique. Donc, on va prendre l'exemple de l'Arctique. Font des glaces, très bien, on fait du business. Vous avez des forages énormes. La nuit, dans l'Arctique, si vous prenez les données satellitaires, il y a plus de lumière qu'à Paris. Alors, vous dites pourquoi? Mais il y a peu de gens qui habitent là-bas. Pourquoi? Forage à grande échelle. Pas seulement du côté russe. Du côté canadien, en Alaska aussi. Donc, vous avez Dubaï, on lance des appels historiques. D'ailleurs, l'histoire retiendra l'hypocrisie et le cynisme de ces appels. Et puis, en même temps, forage à grande échelle en Arctique, déforestation en Amazonie, etc. Total en Ouganda. Bon, la liste est longue. Et puis, vous parlez de cette hypocrisie et du business, en fait, du changement climatique, ou du moins de la transition. Faut savoir que les banques sont pas en reste. C'est 1000 milliards quand même qui ont été mis en 7 ans dans le financement des énergies fossiles. Les entreprises pétrolières et gazières qui financent leur activité avec des émissions d'obligations, avec l'aide de grandes banques. On va regarder, mais par exemple, les grandes banques françaises, que ce soit BNP Paribas, Crédit Agricole, Société Générale, Crédit Mutuel, ont assuré 48 milliards de financement rien qu'en 2022, donc 15,7 milliards pour le développement de nouveaux projets fossiles. Donc on est dans un mensonge en réalité. Hypocrisie réelle. Il faut savoir que toutes ces banques font partie de réseaux divers, durables, de chartes, signent des chartes, ils lancent des appels, etc., etc. Donc voilà, une véritable hypocrisie. Donc ce sont une trentaine de grandes banques mondiales qu'on retrouve un peu partout. En tête les banques américaines. Oui. Mais bon, c'est les banques dites systémiques. Donc les 3 en France que vous venez de mentionner, il y en avait 2 en Suisse, il n'y en a plus qu'une. Avec la faillite de Crédit Suisse. Bon, les banques américaines, on trouve d'autres. Elles financent le charbon, le pétrole, le gaz à grande échelle, et en même temps, font de belles déclarations. Mais est-ce qu'il y a aujourd'hui, on a l'impression qu'on essaie de gagner du temps avec ces COP en espérant que la température n'augmente pas plus que les 1,5 degrés, avec aussi une certaine idée de défaitisme en disant bon, finalement on n'est peut-être pas, on va peut-être pas y arriver tout simplement. Donc on va continuer jusqu'au bout et puis on verra bien où ça nous emmène. Mais le bout, c'est la catastrophe. Que les choses soient claires. Donc à un moment, il faut stopper cette marche vers la catastrophe. On peut pas continuer comme ça. À un moment, il va falloir s'arrêter parce qu'il fera trop chaud l'été. D'ailleurs, dans certains domaines, dans certains secteurs économiques, on peut plus travailler. Travailler en extérieur, quand il fait 40 degrés, c'est impossible. On va devoir s'arrêter parce que l'air va être trop pollué. Donc, arrêtons-nous et réfléchissons. Où va-t-on ? Pour nous et pour, encore une fois, les nouvelles générations. Des gens qui ne sont pas encore nés. On a une véritable responsabilité qui pèse sur nos épaules aujourd'hui. Alors, on a en ligne avec nous un auditeur, Hakim, qui est en Seine-Saint-Denis. Bonjour. Bonjour. Vous souhaitez réagir sur le sujet et peut-être poser une question à notre invité Marc Chenet?
Bah oui, parce que moi je me dis que on n'entend pas parler de tous les métaux rares et les terres rares dont on va avoir besoin pour tous ces soi-disant transitions écologiques. Moi ça me fait doucettement rigoler toutes ces COP là. Hein. C'est un tel gaspillage d'argent. On réunit 70 000 personnes pour ça là, pour cette espèce de vent là qui nous pompe tous les ans. Non mais écoutez, au bout d'un moment, moi je veux bien, mais les guerres de demain ça va être pour les métaux et les terres rares. Hein. Alors, les guerres de demain, métaux et terres rares, d'autres problèmes écologiques bien avec sûr, ces extractions. D'autres problèmes. Donc, il faut un autre mode de vie. C'est clair. Donc là, il y a une grande compétition pour tout ce qui est terres rares dans différents pays. Et c'est tout aussi honteux, destructif. Si on parle de ça, en fait, ça va très loin, puisque l'idée de l'activité humaine qui serait extrêmement polluante. On a eu ces derniers jours François Gémen, qui est membre du GIEC, qui disait que les animaux de compagnie étaient des dangers pour la biodiversité, notamment les chats, et terribles pour le climat. On a pointé du doigt les vaches aussi, d'élevage, en disant qu'elles rejetaient trop de méthane. Et puis, il y a la question de la population mondiale aussi, où il y a certains qui voudraient revoir des politiques malthusiennes pour réduire la population, parce que c'est un problème, parce que c'est finalement l'activité humaine qui pollue. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, à un moment, une saturation de ce genre de message coercitif ? Oui, il faut faire attention. Il n'y aura pas de solution à la question environnementale ou question de la nature sans solution à la question sociale. Vous prenez un super riche, vous prenez un milliardaire, avec un jet privé, il est déjà à l'équivalent de 2000 tonnes par an. Il faudrait qu'on soit à 1 ou 2 selon les accords de Paris. Quelqu'un de très pauvre, en Afrique par exemple, va être à 0,5 tonnes. Il n'y a pas que le jet, il y a beaucoup d'autres choses. Donc il arrive à 10 000 tonnes, et puis il va dire il y a trop de monde sur cette planète. Non, doucement, il ne faut pas nous prendre pour des imbéciles non plus. Réduisez votre train de vie, arrêtez de circuler en jet privé, arrêtez d'aller en vacances sur des yachts privés aussi, et puis ça va aller certainement mieux. Mais c'est rare qu'on attaque les yachts ou les jets ou les rentes avec ces carburants, etc. En revanche, on va faire un marché carbone, on va faire en sorte que les gens rachètent finalement leur droit à polluer. On va rentrer dans une société du crédit social, non, avec ça ? Oui, le marché carbone, ça ne fonctionne pas. On compense, c'est comme les indulgences à l'époque, vous vous souvenez ? Alors on achète une bonne conscience. Et puis on espère aller au paradis. Mais on peut toujours espérer. Donc, il ne s'agit pas d'acheter des indulgences. Ces marchés ne fonctionnent pas, il faut être clair. Il faut changer de mode de vie et de mode de société, de mode de fonctionnement de cette société. Oui, mais là, c'est un changement qui va prendre plusieurs générations, on imagine. 2050, ça paraît beaucoup trop rapide, en fait, pour une transition. Oui, mais d'un autre côté, on n'a pas le temps d'attendre, parce qu'encore une fois, plus 3, plus 4 degrés à la fin du siècle, parce qu'on va dans cette direction tout de suite. C'est catastrophique. Au nom de quoi n'allons-nous pas permettre à des jeunes d'avoir dans 30 ans, 40 ans, 50 ans, d'avoir tout simplement accès à de l'air pur et à de l'eau fraîche ? Au nom de quoi ? Mais vous travaillez dans le domaine de la finance. On a parlé du rôle des banques. Dans la réflexion politique sur le modèle, il n'y a pas aujourd'hui de réflexion à grande échelle sur un changement du capitalisme et de l'échange mondial tel qu'il est organisé. Il faudrait, mais il y a une économie traditionnelle, je veux dire une économie académique traditionnelle, qui ferme les yeux, qui ronronne, qui est en orbite autour du pouvoir et des puissants, et puis qui fait semblant. Voilà. Donc non, il faut réfléchir de manière différente. Il y a une minorité qui le fait, j'en fais partie. Chacun a son point de vue, son analyse. Mais fermer les yeux et faire comme si, au bout du compte, les marchés financiers fonctionnent bien, puis c'est pas très grave ce qui se passe. Au bout du compte, la situation est sous contrôle. Ça ne débouche sur rien, si ce n'est des catastrophes. Vous avez un prix Nobel en économie, M. Nordhaus, donc prix décerné en 2018, qui a prétendu, donc tant que les augmentations de température moyenne ne dépassaient pas 3 degrés, là on en est environ 1,2, il ne fallait pas intervenir. Donc voilà, il est mis sur un piédestal, et ce qu'il nous dit, c'est il est urgent d'attendre, tranquille, tout va bien, Madame la Marquise. Comment se fait-il que quelqu'un comme ça soit mis en avant ? Bon, par ailleurs, c'est un supposé prix Nobel économie, parce qu'il n'y a pas de prix Nobel en économie, juste au passage. Donc c'est un prix de la Banque de Suède en mémoire de M. Nobel, qui d'ailleurs, si on veut vraiment respecter sa mémoire, ne voulait pas donner de prix en économie. Ça, c'est une autre affaire. Ouais, mais bon, maintenant, c'est comme ça que ces prix sont décernés. Vous parliez
enfin notre auditeur aussi, de toute cette dépense d'énergie aussi, 70 000 personnes, tous ces jets pour ces grands sommets, au final, pour avoir un texte qui est à peu près tout le temps le même. Est-ce qu'à un moment, ces COP vont s'arrêter parce qu'on se rend compte que tout le monde fait à peu près la même chose et que ces textes-là continuent de préparer l'augmentation de la température en essayant de limiter les dégâts, mais à la marge? Ces conférences ne servent à rien, que les choses soient claires. Vu les résultats qui se réunissent sur Zoom, qui utilisent Zoom, il y aura 0 émission de CO2. Les gens sérieux, il y en a, les gens du GIEC, les scientifiques sérieux, ils perdent leur temps quand ils vont là-bas, qui se réunissent entre eux et qui réunissent des gens qui veulent vraiment faire avancer les choses. Perte de temps. Vous parliez tout à l'heure du nucléaire. Vous êtes plutôt contre cette énergie. Pourquoi ? Je ne suis pas plutôt, je suis contre. Bon, je vais vous expliquer. Encore une fois, le sujet semble tabou en France. L'énergie nucléaire n'est pas assurée. Aucun assureur ne veut prendre en considération ces risques. Donc, qui assure, c'est vous et moi, contribuables. Et pourquoi ? Parce que les risques sont démesurés. Ils ont du mal à les calculer. Voilà, donc si cette énergie était saine, cette activité serait assurée comme n'importe quel autre type d'énergie ou d'activité humaine. On peut assurer le solaire ou l'éolien. Ils ne veulent pas. Donc c'est déjà un message. Secondo, ça ne produit pas de CO2, c'est ce qu'on nous dit. Oui. C'est une plaisanterie. Où est-ce qu'on met les déchets ? Les déchets, donc, sous terre, ça génère énormément de travaux. Ça émet du CO2. Construire des centrales, mais ça émet moins du qu'une centrale à charbon. Moins, oui, mais simplement, on s'engage sur quoi ? 20 ans, 30 ans, 50 ans ? Vous avez vu les risques ? Les risques sont énormes. Ce qui s'est passé au Japon. Ouais. Donc, alors qu'on a des sources d'énergie qui sont aujourd'hui peu chères. Il faut savoir aussi que l'atome, comme le pétrole, sont subventionnés. On nous dit non, les énergies renouvelables sont subventionnées, mais le pétrole et l'atome bien plus. Actuellement, au niveau mondial, on a environ 7% du PIB mondial, entre 6 et 7%, qui correspondent à des subventions pour les énergies fossiles. Et en France, EDF est un puissant fonds. Alors, il n'y a pas de discussion. On pourrait peut-être poser la question de savoir si le contribuable veut continuer à financer EDF. Mais quelles sont les solutions ? Parce que quand on voit le modèle allemand, par exemple, qui est sorti du nucléaire, ils utilisent quand même beaucoup le charbon. Et ils ont des problèmes avec le renouvelable. C'est pas encore à hauteur des espérances sur les énergies renouvelables. Non, mais certainement. Encore une fois, au bout du compte, on est dans un système qui fait du business avec ce qui crée des problèmes. Donc, encore une fois, on a parlé de l'Arctique, de l'Amazonie. Donc, c'est cette logique qui est néfaste. Dont il faut sortir. Alors, bon, ça, c'est pas du jour au lendemain. Mais si on ne fait rien, on va devoir s'arrêter parce que la vie va devenir difficile elle-même. C'est déjà le cas dans certains pays, de toute façon, avec les réchauffements. Exactement. Autre question, après l'horizon des COP, quels sont, selon vous, les pays qui font les bonnes choses en matière de transition écologique ? Est-ce qu'il y en a ou est-ce qu'il n'y en a pas du tout ? Moi, je n'en vois pas, encore une fois. Donc, j'ai fait cette distinction entre ceux qui font semblant et puis ceux qui s'en moquent complètement. Ils sont gouvernés par l'extrême droite ou autre. Bon, à part ça, non, moi, je ne vois pas, effectivement, à part de belles déclarations, je ne vois pas une tendance claire. Je n'en vois pas. La tendance est mauvaise, pour être clair. Alors, peut-être que par rapport à 40 ans, c'est moins mauvais. Bon, mais il ne s'agit pas que ça soit moins mauvais. Il s'agit d'aller dans la bonne direction, mais il y a une incapacité à le faire, parce qu'il y a de véritables intérêts derrière. D'ailleurs, c'est un message, encore une fois, qu'ils se réunissent à Dubaï, plutôt que dans un pays où on peut avoir accès en train, etc. C'est déjà un message. C'est qu'ils se moquent complètement des émissions de CO2. Oui, ça, c'est pas le souci, même si c'est le souci numéro 1. Disons que c'est un business, en fait, du carbone qui est en train de se... C'est le business sur carbone. Le carbone est devenu un business. Il y a des marchés de carbone, etc. Donc, les institutions financières qui organisent cela récupèrent des commissions, font des bénéfices, mais ça ne fait pas avancer les choses. Eh ben, merci beaucoup, Marc Chenet, d'être revenu avec nous sur cette COP28. On en reparlera sans doute, évidemment, du climat, c'est un sujet important. Et nous, on se retrouve dans un instant pour la suite de Poulain sans réserve avec le juge Durand, qui sera notre invité, ex-président de la Civise. À tout de suite dans Poulain sans réserve, on reste ensemble jusqu'à 13h. Sud Radio, midi 13h, Alexis Poulain, sans réserve. Le Clermont. Alexis Poulain, sans réserve, l'édito.
Ah là là, l'édito, oh my god, oh my god. My God, my God. Alors, vous reconnaissez peut-être l'anglais exceptionnel d'Anne Hidalgo qui a reçu le prix des visionnaires du développement urbain. Oui, la maire de Paris a été lauréate du prix de l'Urban Land Institute des visionnaires du développement urbain. C'était hier et c'est pour mettre en avant finalement son travail à Paris qui fait que la capitale est devenue plus agréable à vivre grâce notamment à l'action d'Anne Hidalgo. Alors, selon la coprésidente de l'Urban Land Institute, Diane Hoskin, grâce à Anne Hidalgo, Paris est devenue une ville plus saine, plus inclusive et plus agréable à vivre. My God. Ah ouais, c'est vrai, ça c'est incroyable. Et toujours selon ce remarquable institut qui existe depuis les années 30, la maire de Paris a transformé la façon dont les autres villes envisagent les possibilités de demain. Et c'est vrai, elle est visionnaire, Anne Hidalgo, comme quand elle explique par exemple au maire de Kiev en Ukraine comment reconstruire sa ville après la guerre pour faire une grande place au vélo. On l'écoute, c'est en anglais. We need plan. If you want to rebuild, you need to have a plan. Yes, we can help. Of course, go from car to bicycle is very interesting because it's a new model. Ah oui, un nouveau modèle, oh my god, oh my god. Et puis il y a aussi la politique de l'habitat, important pour avoir une ville socialement mixte, la réduction du carbone bien sûr, et les espaces verts. Alors je pense que les membres de cet institut du développement urbain n'ont pas mis les pieds à Paris depuis quelques temps, ou alors ils sont restés dans certains quartiers, parce que au niveau habitat, hier soir, moi j'ai croisé quand même un joli petit surmulot dans le métro de Paris. On a eu les punaises de lit quand même cet été, c'était assez sympa. Et puis on a en ce moment les Jeux Olympiques des travaux pas finis. Il suffit de faire le tour de la ville et vous verrez que une rue sur deux quasiment est en travaux. Ça doit être moins quand même. Alors, au final, Anne Hidalgo va recevoir la somme de $100 000 au nom de la ville de Paris et pour les associations. Elle s'est dite profondément honorée de recevoir cette reconnaissance de la part de l'Urban Land Institute qui récompense les efforts collectifs qui ont propulsé Paris vers un paysage urbain plus inclusif, résilient et durable. Voilà. Alors, pour ce qui est d'être durable, il faut savoir quand même que Madame Hidalgo a augmenté les impôts des Parisiens avec une explosion de 62% de la taxe foncière. Et puis la dette, on en parlait cette semaine au Conseil de Paris, une dette qui a enflé de 40% entre 2014 et 2019. C'est la Chambre régionale des comptes qui fait cette constatation. Et en fin 2023, la dette de Paris va être de 8,2 milliards et ce sera 8,8 milliards en fin 2024. Tout ça pour financer, certes, le changement social, les JO et plein d'autres choses. Oh my God, oh my God. Merci Anne. My God, my God. Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. Et on se retrouve tout de suite avec notre invité, le juge Édouard Durand, qui était ancien président de la Ciivise, cette commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. 11 membres de cette commission viennent d'annoncer leur démission. C'était hier pour protester parce que vous avez été débarqué tout simplement de ce rôle à la Ciivise. Pourquoi cette mise à l'écart? Est-ce que vous savez pourquoi? Non, je l'ignore. En tout cas, j'ignore les raisons profondes. Celles qu'on m'a données sont celles qui circulent déjà publiquement, c'est-à-dire un nouveau souffle. Mais un nouveau souffle, ce n'est pas une raison, évidemment. Les collègues qui se sont exprimés à plusieurs reprises, d'abord en envoyant une lettre collective à la ministre, qui est restée sans réponse il y a plusieurs semaines déjà, puis en publiant un communiqué de presse il y a quelques jours, et enfin hier, ont voulu, je crois, remettre les choses à leur place, puisqu'il a été dit que plusieurs membres avaient fait part de leur intention de ne pas continuer, ce qui n'était pas le cas. Mais est-ce que c'est... votre travail, en fait, ces 3 ans où la parole a enfin pu être libérée sur les incestes et les violences sexuelles, 30 000 témoignages quand même, est-ce que ce sont ces travaux-là et votre profil qui a gêné le gouvernement d'une certaine façon, qui veut changer la mission de la Ciivise? Est-ce que c'est pas finalement mettre un terme à la mission de la Ciivise que de dire qu'on va revoir le périmètre de la mission et donner un nouveau souffle? Je suis certainement le plus mal placé pour répondre à cette question. Il se trouve que c'est une question qui a beaucoup d'importance pour moi, parce que cet engagement, c'est un engagement réel pour les enfants.
Donc j'aimerais bien trouver une réponse. On ne peut chercher ces réponses qu'en essayant de comprendre ce qui est en train de se jouer. Dans le communiqué de presse du gouvernement, le 11 décembre, il n'y a pas eu un mot pour les 30 000 témoignages, pour cette multitude de femmes et d'hommes adultes qui ont fait confiance à la Ciivise. Pas un mot. Donc cette parole est niée, passée sous silence. Ensuite, les missions de cette nouvelle instance qui n'est pas la Ciivise, on ne peut pas dire c'est la Ciivise qui continue, ce n'est pas vrai, est présentée comme un comité de suivi des préconisations qui ont déjà été faites. Alors, combien de jours par semaine ces personnes seront-elles à la Ciivise ? Comment cette Ciivise sera-t-elle une instance en action s'il n'y a personne qui y est ? Moi, j'étais pendant 3 ans tous les jours à la Ciivise. Je peux dire ce que j'y ai fait. Et justement, quand vous êtes arrivé à la Ciivise, quelle était la mission, justement ? Pourquoi vous avez été choisi ? Et pourquoi, finalement, au bout de ces 3 ans, dire on clôt ce chapitre et on passe à autre chose ? Alors, quelques jours avant le 23 janvier 2021, on me téléphone et dans le contexte dont vous vous souvenez, un changement à la tête de la commission qui ne s'appelait pas encore la Ciivise, on me dit, on pense à vous, est-ce que ça pourrait vous intéresser ? J'ai quelques heures pour réfléchir et bien sûr ça m'intéresse. J'ai dit, je ne peux le faire que si je suis à plein temps. Je ne veux pas mal faire mon travail de juge des enfants et mal faire mon travail à la Ciivise. J'ai exigé ça et ça a été une lutte âpre. Et ensuite, il y avait une double mission. Recueillir les témoignages, faire des préconisations de politique publique. Avec, pour lier les deux, une volonté très affirmée de la part du gouvernement, parvenir à faire en sorte que toutes les violences sexuelles faites aux enfants restent un sujet public constant. Qui pourrait dire que nous ne sommes pas acquittés de cette tâche convenablement ? Le problème, c'est que progressivement, il nous est apparu évident qu'on ne pouvait pas arrêter. Je vais même vous dire le fond de ma pensée. Il faudra au moins une génération pour s'attaquer réellement à ce problème aussi impensé que le viol des enfants. Parce que c'est un vrai tabou, et ça le reste. Au-delà de l'omerta, toutes ces questions-là sont balayées par les responsables politiques, et c'est un peu ce qui ressort de votre mise à l'écart, enfin de dire certes on a fait ça, maintenant on passe à quelque chose, on va parler des nouvelles missions de la Ciivise où ils veulent s'intéresser aux violences entre enfants, et pas seulement sur des prédateurs adultes face à des enfants. Il y a quand même des questions qui se posent sur ce choix de changement de priorité. Oui, c'est ce que j'ai dit déjà, c'est ce qui est à craindre, c'est un changement dans la doctrine, une ligne claire, une parole claire. Qu'est-ce que c'est, ces violences ? C'est l'équivoque, c'est l'incertitude, c'est le flou. Face à cela, la Ciivise a conçu une doctrine claire, remettre les choses à leur place. Et la deuxième dimension dans la question que vous posez, et qui est importante pour moi, est que ce problème, les violences sexuelles faites aux enfants, notamment l'inceste, une société ne pourra s'y attaquer que si elle parvient à le penser dans sa globalité, d'un seul tenant. Il ne faut pas découper les problèmes en multiples micro-problèmes. Mais les violences sexuelles commises par des mineurs contre d'autres mineurs, dans nos 750 pages de rapport, eh bien, nous nous en préoccupons, bien entendu. Et quand nous décryptons la stratégie des agresseurs, nous la décryptons quel que soit l'âge de l'agresseur. On va se retrouver dans un instant pour continuer de parler avec vous, Édouard Durand, de l'avenir de la Ciivise et de ce sujet très important. On se retrouve tout de suite pour Poulain sans réserve et continuer avec le juge Durand. Sud Radio, midi 13h, Alexis Poulain, sans réserve. Sud Radio, midi 13h, Alexis Poulain, sans réserve. Et on se retrouve avec notre invité, le juge Édouard Durand, ex-président de la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. Vous avez donc été débarqué d'une certaine façon, pas reconduit dans la mission de la Ciivise. Il faut rappeler que la Ciivise, c'était 3 ans de travail acharné, 30 000 témoignages quand même de victimes de ces violences. Est-ce que tous ces mots qui ont été libérés, toutes ces douleurs exprimées, vont être rangés dans des petites boîtes en carton
mettons sur une étagère et puis on va passer à autre chose, un peu comme les cahiers de doléances du grand débat? Non, je ne crois pas, parce que ce que toutes ces personnes ont montré, c'est leur détermination. Et les fruits de l'expérience de cette aventure collective qu'aura été la Civis. J'ai passé 3 ans à dire la Civis c'est vous, et aujourd'hui ces personnes disent la Civis c'est nous. On peut pas nous l'apprendre. Nous avons parlé, nous avons créé cet espace, nous avons relié la dimension privée et la dimension publique de ce qui nous est arrivé. Et donc, elles ne rangeront pas leurs paroles. Et il ne faut pas qu'elles le fassent, parce que elles ont subi cet anéantissement du silence, de l'indifférence, du déni, de l'injustice. Et aujourd'hui, elles sont porteuses d'une aventure qui continue. Alors cette aventure continue selon les pouvoirs publics avec vos remplaçants, Sébastien Bouel, responsable associatif, et Caroline Ressalmon qui avait démissionné de la Civis, elle, en 2022, puisqu'elle était opposée à la recommandation de l'obligation de signalement pour les médecins soupçonnant des violences sexuelles commises sur les enfants. Et Sébastien Bouel, qui est responsable associatif, lui, est plutôt contre l'imprescriptibilité et beaucoup de mesures de la Civis. Pourquoi avoir choisi, qui a choisi d'ailleurs ces 2 remplaçants? Est-ce que vous savez comment le processus s'est fait? Est-ce que vous avez été informé de ça? Puisqu'on a vu quand même la vague de démission, on en parlait tout à l'heure, et l'incompréhension du monde associatif par rapport à votre départ. Non, je n'ai pas été consulté et pas informé non plus. Enfin, j'ai été informé au moment même où la nomination de Sébastien Bouel et Caroline Ressalmon était publiée. Donc, je n'en connais pas les raisons et je me garderai bien de le commenter parce que je suis le plus mal placé pour le faire. On peut, évidemment, être pour ou contre certaines des préconisations de la Civis. Chacun est libre. Mais, je le redis, la Civis, c'est d'abord une doctrine. Une doctrine qui a inspiré confiance aux personnes les plus concernées par les violences sexuelles, c'est-à-dire les victimes elles-mêmes. Et elles ont manifesté leur confiance d'une manière lumineuse et totalement inédite dans notre histoire. C'est certainement qu'il y a une raison. L'obligation de signalement pour les médecins, vous savez, c'est en fait sécuriser les médecins dans leur pratique. Une exigence, une loi claire, et une protection intégrale contre les poursuites disciplinaires. Il faut choisir, sortir des injonctions paradoxales. Une politique publique, c'est aussi sortir des injonctions paradoxales. Le paradoxe, il est là quand même. On a l'impression que grâce au travail de la Civis, la société est davantage prête à bouger sur ces sujets graves de violences sexuelles faites aux enfants, d'inceste, là où c'était un tabou, il y a de ça quelques années. Donc on voit que la société a bougé, mais on a l'impression que du côté du gouvernement, des pouvoirs publics, ça reste un déni ou du moins une gêne. On a une impression de ralentir finalement ce sujet qui devrait être le sujet numéro 1 des politiques publiques. Écoutez, le gouvernement a annoncé en septembre 2022, si ma mémoire est bonne, qu'il entendait mettre en œuvre un certain nombre des préconisations de la Civis. Et il vient d'annoncer qu'il entendait mettre en œuvre la moitié des préconisations que nous avons formulées dans notre rapport, soit une 40aine. J'espère que ce sera le cas. Et que ce sera le cas, vraiment, une réelle mise en œuvre. Parce que toutes ces préconisations, elles sont inscrites dans un ensemble cohérent. Je vous donne un exemple. Si on encourage les enfants à révéler les violences qu'ils subissent, mais que on n'améliore pas la chaîne judiciaire, ça veut dire qu'on encourage des enfants à révéler les violences et qu'il y aura un classement sans suite dans plus de 70% des cas. Là, ça pose un problème. Il faut que ce soit cohérent. Si on encourage les enfants à révéler, c'est qu'on est prêt à leur dire « on te croit, on te protège ». Ce qui était loin d'être le cas. Et d'ailleurs, vous le disiez, dans les préconisations de la Civis, c'était un bloc. En réalité, chaque préconisation faisait réponse à une autre et c'était
une suite logique. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de voir finalement une sorte de liste à la Prévert où le gouvernement, la nouvelle Civis, va choisir quelques mesures phares qui ne seront pas vraiment suivies des faits parce qu'on ne pourra pas aller jusqu'au bout de la chaîne, c'est-à-dire la protection de l'enfant et la condamnation surtout des prédateurs? Ce serait un risque, en effet. Je ne dis pas que tout ce travail est à prendre ou à laisser tel quel en entier. Bien sûr que tout ça demande un examen, une procédure parlementaire, des débats, évidemment. Mais c'est un ensemble cohérent. La protection, c'est une chaîne, et une chaîne ne vaut que ce que vaut le maillon le plus faible de la chaîne. Si on la renforce à un seul endroit, elle n'est pas plus solide. Et vous, quelle va être la suite pour vous après la Civis? Vous retournez en tant que juge pour enfants ou vous allez continuer ce combat-là qui est le vôtre depuis toujours? Quelle va être la suite pour vous? Alors, à ce jour, je ne le sais pas. J'ai choisi de devenir juge des enfants il y a 20 ans. C'est le plus beau métier du monde et personne n'aura à me dire que c'est le plus beau métier du monde parce que je le sais mieux que quiconque. Deuxièmement, on me remercie au sens de mettre à la porte. On ne va pas en plus me dire où on veut me caser. J'assume les choix que j'ai faits et je veux être libre et fidèle à moi-même et aux engagements que j'ai pris, quelle que soit ma place. Donc, je voudrais pouvoir prendre un peu de recul pour digérer cette manière dont les choses ont tourné. C'est toujours le messager qui paye. C'est toujours le messager qui paye. Donc ça, c'est pas une surprise. Je dirais même, honnêtement, cher monsieur, que progressivement, je pressentais. Parce que c'est toujours le messager qui paye. Et vous savez, le premier des messagers, c'est l'enfant victime lui-même. C'est le parent protecteur, ce sont les professionnels protecteurs. Ici, c'est le pilote de la Civis. C'est comme ça que la société a toujours fonctionné et c'est ce qu'on espérait pouvoir changer. Oui, ça aurait été normal de changer ça parce qu'au final, c'était un travail exemplaire, nécessaire. Mais est-ce que c'est pas cette liberté, justement, qui a gêné le gouvernement ? Peut-être, je l'ignore. C'est le paradoxe. C'est que, merci d'ailleurs de dire que c'est un travail de grande ampleur et exemplaire. Ça m'honore de vous entendre dire ça. Et je crois que les pouvoirs publics disent la même chose. Donc c'est étrange de dire bravo, au revoir. Je comprends pas bien, mais je ne veux pas être dans les sous-textes. Les choses peuvent se dire clairement. Je crois que l'insinuation ne sert pas à la vérité. Et autant dire les choses clairement. Moi, je raisonne à partir de ce que j'ai, les informations que j'ai. Ce que je peux dire, c'est que ce que j'ai à dire, je l'exprime clairement. Et est-ce que vous avez un message aujourd'hui à faire passer à ceux qui vont prendre la suite de la Civis et au gouvernement ? Ah oui, j'ai un message extrêmement clair. Il faut garantir que à Strasbourg, à Guéret, à Lille, à Nantes, à Perpignan, partout en France, à Saint-Denis, à Fort-de-France, partout en France, quand un enfant dit à un professionnel, à un adulte, à qui que ce soit, je suis victime de violences sexuelles, il faut que la chaîne de protection lui réponde « Je te crois et je te protège ». Voilà. Point. Et est-ce que cette expérience en France de la Civis va peut-être faire école aussi à l'international ? Alors, ce serait magnifique, parce qu'il y a quelque chose de profondément inédit dans ce que nous avons fait pendant 3 ans. Et écoutez, Jean-Marc Sauvé a déclaré récemment à la presse que effectivement le travail de la Civis était inédit et de grands apports en ressortaient pour la France et le monde. Alors je le cite parce que je n'oserais le dire moi-même. Cette parole nous honore, elle nous oblige aussi. C'est ce que vous avez fait pendant ces 3 ans. On espère que ce travail-là ne sera pas perdu et que, bien sûr, ce sujet-là va rester en haut de l'actualité. C'est pour ça que je tenais à vous avoir au micro de Sud Radio aujourd'hui,
Monsieur Durand. Un grand merci à vous, monsieur. Merci à vous. On se quitte bientôt, mais vous restez sur Sud Radio avec la culture dans tous ses états, avec Céline Alonso et André Berkoff qui reçoivent à 13h l'acteur, mais aussi chanteur Daniel Auteuil qui va présenter son album « Si vous m'aviez connu ». Voilà, je laisse la place pour la culture dans tous ses états dans un instant avec Daniel Auteuil, André Berkoff, Céline Alonso. À bientôt. Bonjour à tous, c'est Alexandre Delovan et je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous. Bonne fête avec Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Chez